On n'y pense pas toujours, mais les États dont on dit du bien, ce sont des États qui sont jaloux de leur réputation et qui se chargent eux-mêmes de l'image qu'ils projettent sur les autres. Ne nous trompons pas, la vie internationale est une concurrence féroce entre les États. Chacun veut être bien vu des autres et n'hésite pas à médire au passage des autres afin de mieux lécher sa propre image. Il en est de l'avenir même des pays puisqu'ils cherchent tous à rendre fiers leur population et leur jeunesse. Jean Fils-Aimé, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, automne 2021, page 226. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver, content surtout de vous savoir présent à ce rendez-vous hebdomadaire où nous abordons l'actualité internationale ou l'actualité de nos pays, toujours à partir de nos propres intérêts. Ne nous trompons pas, personne n'aborde l'actualité de façon neutre. Quand quelqu'un vous dit que lui, il est neutre, c'est qu'il cache ses propres intérêts. Il est préférable que je vous dise où je me situe. Il est préférable que je vous dise « voici mes intérêts dans cette affaire », comme ça vous saurez à quelle enseigne je loge, vous saurez à quelle école je m'inscris. Donc je ne vous le cacherai pas, ma lecture de la guerre russo-ukrainienne est une lecture afrocentriste. Donc j'essaie de voir où se trouvent les intérêts des peuples afro-descendants, des peuples noirs, des peuples africains dans ce qui se passe en Europe, Europe de l'Est, pour être précis. En sorte que le titre même de l'émission de ce matin sera un pavé dans la mare, le voici le titre, « Et si la guerre russo-ukrainienne était une guerre juste ?» Je reprends le titre. Et si la guerre russo-ukrainienne était une guerre juste? Je n'ai pas dit « et si c'était une guerre morale ?» On s'en fout de la morale dans les relations internationales. Je me pose la question « et si c'était une guerre juste d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue géostratégique ?» Évidemment, vers la fin de l'émission, on va se demander « mais en quoi cette guerre représente pour les petits pays une opportunité ?» Si cette guerre est pour nous une opportunité, comment nous devons faire avancer nos agendas collectifs en tant que peuple noir, en tant qu'afro-descendants? Tout un menu, je vous le dis, ça va être une émission différente de ce que vous entendez sur les autres chaînes où tout le monde s'émeut, n'est-ce pas, des pauvres Ukrainiens, tout le monde s'indigne, n'est-ce pas, devant le comportement tyrannique, n'est-ce pas, de Vladimir Poutine. Le tyran, c'est toujours l'autre. Mais nous, les peuples noirs, africains, afro-descendants antillais, cette guerre représente pour nous une opportunité. Nous allons en parler. Vous avez besoin de toute votre attention, de toute votre tête. Je vous invite donc à ce stade-ci à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À bientôt. Mes chers amis, je voudrais vous inviter à faire un don généreux au docteur Franz Large. Docteur Franz Large, c'est l'un des ophtalmologues haïtiens les plus compétents, mais mieux, c'est un ophtalmologue qui est motivé par un esprit de service, qui implante des centres de santé dans des endroits les plus reculés d'Haïti pour aider les plus pauvres, pour aider les étudiants les plus défavorisés. Or, dernièrement, il a été victime d'une intimidation orchestrée par les plus hautes autorités de l'État. Il n'a plus les machines grâce auxquelles il offrait des services de santé à ses patients.
je voudrais que nous lui soyons généreux en lui envoyant de l'argent par la maison de transfert de votre choix au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Déjà, je vous dis merci. Soyons généreux vis-à-vis de ceux et de celles qui servent des causes nobles. Merci d'avance, en son nom et au nom de tous les enfants qu'il dessert. Voilà, revenons au titre que je vous propose pour l'émission de ce matin. Et si la guerre russo-ukrainienne était une guerre juste d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue géostratégique. Dans les cours de relations internationales, généralement on vous propose deux auteurs qui ont une lecture différente de ce qu'est la guerre. Au fait, c'est une façon différente de formuler, quant à moi, la même chose. Le premier auteur, il est du 19e siècle, c'est un certain Karl von Clausewitz qui a dit ceci: « La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. » Vous voulez faire de la politique, vous disposez d'un certain type d'outillage, vous disposez d'un certain nombre d'outils, et parmi ces outils, eh bien, la guerre. En sorte que, pour Karl von Clausewitz, la guerre, c'est une autre façon de faire de la politique. C'est faire de la politique par d'autres moyens. Exemple, Vladimir Poutine a une certaine vision de la politique étrangère. Il a une certaine vision de la manière dont les Occidentaux devraient traiter les pays frontaliers de la Russie, c'est-à-dire les pays avec lesquels la Russie partage ses frontières. Eh bien, si vous refusez de l'écouter, après toutes les négociations, après toutes les rencontres, il estime que tout cela n'a rien donné. Il poursuit sa politique étrangère, qui est au fait une projection de sa politique nationale par un autre moyen, c'est la guerre, du point de vue de Karl von Clausewitz. À l'opposé de Karl von Clausewitz, eh bien, il y a un philosophe français du nom de Michel Foucault, au siècle dernier, qui lui a dit « Mais non, ce n'est pas la guerre qui est une continuation de la politique. » Lui, il dit « Mais c'est la politique qui est une continuation de la guerre. » Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que la politique est toujours un jeu conflictuel d'intérêts. Et donc, c'est la guerre qui se poursuit par la politique. Dès que vous faites de la politique, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre contre des adversaires qui se trouvent de l'autre côté. Vous êtes en guerre contre des adversaires parfois qui se trouvent dans votre camp. En sorte que, dit Michel Foucault, n'est-ce pas, c'est la guerre qui est une continuation, ou plutôt c'est la politique qui est une continuation de la guerre, parce que la donnée constante, c'est toujours la guerre. Les intérêts s'opposent, les points de vue s'opposent, la façon de gérer, n'est-ce pas, les pays s'opposent l'une à l'autre. Eh bien, c'est la politique qui est une continuation de la guerre. Mais vous notez que ce soit pour Karl von Clausewitz ou bien pour Michel Foucault, la guerre est une nécessité. On ne peut pas toujours éviter la guerre. Il faut éviter d'avoir cette vision angéliste, n'est-ce pas, où tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde s'aime, et puis les humains vont passer leur vie à s'embrasser, à se faire l'amour. Foutaise que tout cela. Le problème, c'est que les humains sont de grands angoissés. Ils s'imaginent que leurs désirs sont immenses, tandis que les ressources sont limitées.
Ils disent, écoutez, nos besoins sont illimités, ce n'est pas toujours vrai, tandis que les ressources sont limitées. Quand on dit que les ressources sont limitées, ça veut dire les territoires sont limités, ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas, en termes d'eau, en termes de nourriture, n'est-ce pas, n'est pas équitablement réparti sur la surface du globe. Donc, tandis que nos besoins paraissent illimités, les ressources sont limitées, la guerre est inévitable. Soit qu'on fasse de la politique comme une façon de continuer la guerre, soit qu'on fasse la guerre comme une façon de continuer la politique, mais d'une façon ou d'une autre, la guerre est inévitable. Maintenant, à chacun de justifier les raisons pour lesquelles il va en guerre, mais on n'a pas à se demander, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut éviter la guerre? Exemple, les Romains l'ont toujours compris, hein? Lorsqu'ils disent « si vis pacem para bellum », la meilleure façon de soutenir la paix, c'est en préparant la guerre. Parce que la personne qui te regarde et qui voit bien que tu es armé, la personne qui te regarde et qui voit bien que tu es fort, va éviter de te déclarer la guerre, pas parce qu'elle est pacifique en elle-même, parce qu'elle fait le calcul suivant, si elle ose t'affronter, c'est elle qui perdra, alors pour éviter de perdre, elle fait la paix avec toi. Mais si tu n'avais pas cet arsenal-là, si tu n'avais pas tout cet appareillage de défense, eh bien ça fait longtemps que cette même personne qui aujourd'hui te propose la paix t'aurait avalé, n'est-ce pas, comme le loup avale l'agneau. Donc, ne nous trompons pas quant à la possibilité de vivre tout le temps en paix. Si c'était le cas, n'est-ce pas, l'histoire aurait un visage différent. Si vous suivez l'histoire des hommes, suivez bien la ligne du temps. Les humains passent plus de temps à s'entre-déchirer. Les humains passent plus de temps à se battre, à se faire la guerre pour toutes sortes de raisons, les unes plus farfelues que les autres. En sorte que, si on est réaliste, il faut toujours se préparer à l'éventualité de la guerre. Sauf que la personne qui déclare la guerre pense toujours que sa guerre est juste. La personne qui subit la guerre pense toujours que cette guerre est injuste. La question, ce n'est pas tant de se demander est-ce que cette guerre-là est juste ou injuste, c'est à partir de quelle perspective plutôt on va analyser cette guerre pour savoir si cette personne qui l'a déclenchée avait raison. On vient de faire une mise en perspective très théorique. Ceci étant fait, commençons par une vérité cynique, mais qui n'en demeure pas moins une vérité. Ce qui se passe là, en Europe, ce n'est pas de mes affaires. La guerre qui se passe en Ukraine maintenant et qui est militairement lancée, j'ai dit bien militairement lancée par les Russes, parce qu'on peut déclarer la guerre autrement que militairement, ce n'est pas ma guerre. Ça va? Je la suis avec beaucoup d'attention, cette guerre. J'ai ma propre lecture de ce qui se passe là. Et je vais vous dire où se trouvent, n'est-ce pas, mes intérêts là-dedans. Mais ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas une guerre pour les peuples noirs. Ce n'est pas une guerre pour les peuples africains. Ce n'est pas une guerre pour les afrodescendants. Si vous pensiez que dans cette guerre-là, vous étiez concernés, regardez la manière dont les Européens, à la frontière, n'est-ce pas, entre l'Ukraine et la Pologne, traitent les Noirs. Tandis que cette guerre est déclenchée depuis un peu plus d'une semaine maintenant et que le monde joue à la Vierge offensée en ouvrant ses frontières, n'est-ce pas, aux pauvres fugitifs ukrainiens, eh bien, dans les autobus, dans les trains qui embarquent les gens en dehors de l'Ukraine, dès qu'il y a des Noirs dans l'autobus, dès qu'il y a des Noirs dans le train, on fait un distinguo. On dit, on va laisser entrer chez nous les vrais Ukrainiens, c'est-à-dire les Blancs, et après, s'il y a de la place, on laissera entrer les Noirs. Donc, ce n'est pas notre guerre. Et ce que j'aime, c'est que les Blancs, ils peuvent avoir tous les défauts du monde, mais rapidement, ils sont en mesure d'identifier les leurs.
rapidement, ils sont en mesure d'identifier leurs intérêts et de dire « voici dans quel camp je me trouve ». C'est souvent nous, peuple noir, c'est souvent nous, afro-descendants, qui embarquons dans des conflits qui ne sont pas les nôtres, sans nous poser la question véritable, à savoir où se trouvent mes intérêts là-dedans. Vous étiez sûrement touché, choqué peut-être, lorsque vous avez vu ces jeunes étudiants d'Afrique qui ont reçu toutes sortes de bourses ou bien qui payent leurs études, n'est-ce pas, de médecine ou d'autres encore, n'est-ce pas, dans d'autres domaines en Ukraine et qui, dès que cette guerre a été lancée, ont cherché, comme d'autres êtres humains, à laisser, n'est-ce pas, le théâtre de la guerre. On a ouvert la frontière de la Pologne pour les Ukrainiens, c'est-à-dire les Blancs, parce que ce sont des Blancs qui sont de vrais êtres humains aux yeux des Occidentaux. Mais lorsque une petite Africaine, étudiante en médecine de 17 ans, a voulu traverser en Pologne, lorsqu'elle a voulu embarquer dans le train, lorsque d'autres étudiants africains du Ghana ou d'autres pays de l'Afrique, n'est-ce pas, ont voulu prendre le train, ont voulu prendre l'autobus, ce sont des policiers ukrainiens ou des policiers de la Pologne qui leur ont dit non. Le refuge chez nous, ce n'est pas fait pour vous, c'est pour les vrais Ukrainiens, c'est-à-dire les Blancs. Donc si vous pensiez que vous aviez quelque chose à voir dans cette guerre, détrompez-vous, les Blancs eux-mêmes viennent de vous dire « mêlez-vous de vos affaires ». Et vous allez voir quelle implication cela a pour nous. Parce que vous avez, j'espère, écouté le discours de Joe Biden, n'est-ce pas, devant le Congrès américain, je pense que c'était mardi dernier, où il a clairement dit qu'il allait faire appel à ses partenaires africains. Je vous avais prévenu vendredi dernier, lors de mon live 24 heures après le déclenchement de cette guerre en Ukraine, je vous avais prévenu que les Occidentaux, entendons les Américains, les Français, les Anglais, allaient faire appel aux dirigeants africains pour les aider à punir Vladimir Poutine, comme si Vladimir Poutine, parce qu'il est leur ennemi, est notre ennemi. Vladimir Poutine n'est peut-être pas mon ami, mais il n'est pas mon ennemi non plus. Et donc, lorsque le président Joe Biden a dit qu'il allait appeler ses partenaires africains pour leur demander de se joindre à lui dans les sanctions économiques contre la Russie, il faut faire gaffe, ce n'est pas notre guerre. Ça va? Ce n'est pas notre guerre parce que dans ce qui se déroule en Ukraine, on offre l'asile aux Ukrainiens, aux Blancs, mais on n'offre pas l'asile aux Noirs. Ce n'est pas notre guerre pour une autre raison. Avez-vous pris le temps d'entendre ces influenceurs blancs d'extrême droite ou de droite qui, en général, sont contre l'immigration? Vous écoutez des chaînes, n'est-ce pas, de télévision ou de radio, ou bien des influenceurs européens, ou même au Canada, au Québec, c'est des gens qui sont généralement contre l'immigration. En France, par exemple, ils vont vous dire, écoutez, nous avons un taux de chômage assez élevé, la France n'arrive même pas à résoudre ses propres problèmes avec ses travailleurs actuels, comment voulez-vous qu'on puisse accueillir des immigrants, des étrangers? Jusque-là, ils ne vous parlent pas de couleur. Et là, il semble y avoir une certaine logique en disant, écoutez, c'est vrai que si j'ai des travailleurs chez moi qui n'ont pas de travail, si j'ai une population active qui n'arrive pas à travailler, eh bien, ce serait contre-productif d'accueillir des immigrants. Ce serait augmenter inutilement, n'est-ce pas, le nombre de bouches à nourrir quand on n'arrive même pas à nourrir les bouches qui sont déjà chez nous. Moi, j'étais là au Canada lorsque, il y a quelques années, 4 ou 5 ans maintenant, il y a quelques demandeurs d'asile haïtiens, 3000 tout au plus, qui sont arrivés par la frontière sud, par la frontière des États-Unis. Eh bien, vous savez quoi? Legault, le premier ministre Legault, François Legault, qui était alors dans l'opposition officielle, a mis en garde le gouvernement d'alors en disant, écoutez, le Canada ou le Québec ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Ah oui?
pour 3000 personnes qui réclament l'asile politique au Canada, qui passent par la frontière, n'est-ce pas, des États-Unis. Legault a dit, écoutez, c'est dommage pour Haïti, c'est dommage pour ces Haïtiens-là, mais le Québec ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. Fine. Et le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a même envoyé un député d'origine haïtienne dire aux demandeurs d'asile d'origine haïtienne de ne pas venir parce que leur demande allait être rejetée. Il me semble qu'un demandeur d'asile, c'est un demandeur d'asile, peu importe sa couleur. Mais là, avez-vous entendu comment le discours change? Désormais, les mêmes Français qui se sont toujours opposés à l'idée d'accueillir des immigrants sous prétexte que la France n'avait plus les moyens de nourrir sa propre population et que ce serait contre-productif d'accueillir des étrangers. Les mêmes politiciens ici au Canada, au Québec, en particulier François Legault, qui est désormais devenu, n'est-ce pas, le premier ministre du Québec, ces mêmes-là qui s'étaient opposés à l'accueil de quelques demandeurs d'asile noirs, haïtiens, n'est-ce pas, pour ne pas plus les identifier, ceux-là même disent, écoutez, il faut accueillir nos frères ukrainiens. Et ils vont même jusqu'à demander à Trudeau de les accueillir sans un passeport. J'écoutais certains journalistes qui ont la réputation d'être des journalistes de droite, c'est-à-dire des gens qui sont fermes sur la question de l'immigration, des gens qui sont fermes sur la question de la sécurité, des gens qui sont fermes sur, n'est-ce pas, le taux d'immigrants que le Québec ou le Canada doit accueillir. Ces gens-là, ils ont carrément changé de discours parce que là, il ne s'agit pas de demandeurs d'asile ordinaires qui nous viennent de l'Afrique. Il ne s'agit pas de demandeurs d'asile, n'est-ce pas, ordinaires qui viennent des Caraïbes. Il ne s'agit pas de demandeurs d'asile ordinaires qui viennent, n'est-ce pas, d'Haïti. Il s'agit de blancs, de vrais blancs. Et ces influenceurs, ces journalistes, ces experts, mon œil, ces politiciens disent, écoutez, les Ukrainiens, ce sont de bons immigrants, ils vont arriver, ils vont travailler, ils vont arriver, ils vont se fondre à nous, donc ça ne posera pas de problème. Putain! Vous ne vivez peut-être pas au Québec, mais l'une des questions que l'on se pose avant d'accueillir quelqu'un au Québec, c'est la question de la langue. Et là, que vous soyez du parti au pouvoir, le parti de Legault, ou bien du parti, n'est-ce pas, d'un autre parti de l'opposition, la question de la langue, c'est le fait commun. La personne qu'on accueille doit apprendre le français. Les Haïtiens qui ont demandé l'asile au Canada, au Québec, il y a 4 ou 5 ans, sont francophones ou francophiles. En tout cas, ils comprennent le français. Mais la question de la langue, s'agissant de Noirs, on s'en fout. La question de la langue, s'agissant, n'est-ce pas, d'Ukrainiens qui parlent, n'est-ce pas, une langue qui n'a rien à voir avec le français, on s'en fout. Ils sont de bons immigrants. Et quand vous prenez le temps de gratter pour savoir pourquoi ils sont de bons immigrants, eh bien, n'ayons pas peur des mots, parce qu'ils sont blancs. C'est des blancs. Même s'ils ne parlent pas notre langue, c'est des blancs. Et vous notez que l'Ukraine ne fait même pas partie de l'Union européenne. Ça n'a pas empêché les pays de l'Union européenne de dire, écoutez, on va accueillir les Ukrainiens. On va leur donner, n'est-ce pas, le droit de travailler dans n'importe quel pays de l'Europe pendant 3 ans jusqu'à ce que cette guerre-là soit réglée. Et si par la suite, ils ne retournent pas chez eux, c'est pas grave, on va régulariser leur statut. Waouh! Les amis, dans la vie, chacun agit en fonction de ses intérêts. Dans la vie, chaque État agit en fonction de ses intérêts. Chaque collectivité agit en fonction de ses intérêts. Dès que cette guerre a été déclenchée il y a 1 semaine, les Occidentaux ont choisi de se jeter dans le camp des Ukrainiens. Et donc, le raisonnement habituel ne tient plus, la logique d'immigration ne tient plus, les politiques d'immigration ne tiennent plus, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est de se mettre ensemble pour tuer
ce loup, cet ennemi commun qu'on appelle Vladimir Poutine. Est-ce que c'est un véritable ennemi? N'est-ce pas nous qui l'avons fabriqué, Vladimir Poutine? Cela n'a aucune espèce d'importance. Par où est passée l'objectivité des journalistes? Mais on s'en fout de l'objectivité. Nous sommes des Occidentaux, nous sommes des Blancs. Eh bien, ce sont des Blancs qui sont en guerre contre, n'est-ce pas, les Russes, qui sont eux-mêmes des Blancs. Mais là, la ligne de démarcation est tracée. Nous devons soutenir, n'est-ce pas, l'effort de guerre que les Occidentaux, nos frères, mènent contre les Russes. Et là, au diable la politique d'immigration, au diable la question de la langue, les Ukrainiens sont de bons immigrants. Entre-temps, vous avez des guerres tout aussi dures, sinon plus dures encore, ailleurs dans le monde, en Afrique. Vous avez des situations d'instabilité qui font fuir des populations, n'est-ce pas, ailleurs dans le monde, la Libye. Entre-temps, vous avez transformé d'autres pays du monde en une véritable poubelle à ciel ouvert, comme Haïti. Est-ce que le monde s'émeut devant cela? Est-ce que le monde ouvre ses frontières pour accueillir, n'est-ce pas, ces Africains dont les pays sont déstabilisés, entre autres par la France? Est-ce que le monde ouvre ses frontières pour accueillir, n'est-ce pas, les Africains, les Haïtiens, pardon, dont le pays est devenu une poubelle à ciel ouvert par les États-Unis? Notre pays est devenu, n'est-ce pas, une passoire pour faire entrer des armes en provenance de Miami. Plutôt que de nous aider à combattre, n'est-ce pas, ce problème d'insécurité, eh bien, les représentants des États-Unis, en particulier l'ambassade américaine ou la représentante des Nations Unies à Port-au-Prince, Madame Lalime, a invité, au contraire, les gangs à se fédérer. Et devant cette instabilité causée par la même communauté internationale, devant cette instabilité causée par les États-Unis d'Amérique, les Haïtiens qui ont tenté de cogner, n'est-ce pas, à la porte des États-Unis en demandant refuge aux États-Unis, en passant par la frontière mexicaine, vous vous souvenez de cela, ils ont été chassés comme des animaux sauvages au mépris de la loi même des États-Unis sur l'immigration. Donc si vous pensiez que ce qui se passait en Ukraine était notre guerre, au point que nous devions être émus pour ce qui se fait là, eh bien on ne peut pas avoir de la sympathie à géométrie variable. On ne peut pas avoir de la compassion à géométrie variable selon que ce sont des Blancs qui sont confrontés, n'est-ce pas, à la guerre. Eh bien, tout à coup, nous sommes devenus compatissants, nous ouvrons nos frontières, nous n'exigeons même plus de passeport. Mais quand il s'agit de Noirs, dont les pays sont devenus, n'est-ce pas, des théâtres de la guerre, à cause des pays comme la France, à cause des pays comme les États-Unis, eh bien, cette compassion-là, elle n'existe pas. On demande aux Noirs de rester chez eux sous prétexte qu'en Occident, on ne peut pas s'occuper de la misère du monde. Cette guerre n'est pas notre guerre. En tout cas, moi, en tant qu'Haïtien, ce n'est pas ma guerre. Quand je vois, n'est-ce pas, les pays européens ouvrir leurs frontières, d'une part, et que d'autre part, je vois les États-Unis de Joe Biden, écoutez bien ce fait, déporter en moins d'1 an plus d'Haïtiens que tous les présidents des États-Unis des 20 dernières années en ont fait, alors ce n'est pas ma guerre. Je ne comprends pas le même Joe Biden qui est strict en matière de demande d'asile sous toutes sortes de prétextes, les mêmes prétextes que Donald Trump avait évoqués, des prétextes de santé, des prétextes de sécurité pour fermer sa frontière aux demandeurs d'asile haïtiens, en sorte que Joe Biden a déporté vers Haïti plus d'Haïtiens en moins d'1 an que sur les 20 dernières années réunies. Je ne peux pas, moi, dire que c'est ma guerre. Oui, je conçois que dans une guerre, il y a des victimes civiles, je déplore cela. Je conçois que dans une guerre, il y a des civils qui n'ont pas demandé la guerre, qui n'ont rien à voir avec cela, et qui se retrouvent tout à coup sans maison, qui se retrouvent tout à coup sans école, qui se retrouvent tout à coup, n'est-ce pas, sans rien à pouvoir se mettre sous les dents. Je déplore cela, mais
Quand je vois ces Ukrainiens-là se retrouver sans école, sans maison, sans hôpital, sans une épicerie pour pouvoir s'acheter quelque chose à manger, je ne peux pas, moi, en tant qu'afro-descendant, oublier qu'il n'y a pas qu'en Ukraine que les gens soient dans cette situation-là. Les gens sont dans cette situation-là aussi dans mon pays par la faute des États-Unis d'Amérique, par la faute de la communauté internationale. Les gens sont exactement dans cette même situation-là en Afrique par la cause de la France. Et quand, suite à cette instabilité-là, les Africains veulent cogner à la porte de l'Europe, les portes de l'Europe se referment au nom du principe qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais là, puisqu'il s'agit de Blancs, on les accueille sans passeport, on leur donne des permis pour pouvoir rester au sein des pays de l'Union européenne pendant 3 ans, même si l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Et quand il s'agit d'Haïtiens, Joe Biden a refoulé vers Haïti en moins d'1 an plus d'Haïtiens que les 20 derniers présidents américains n'en ont déporté pendant... Alors, plus d'Haïtiens que les divers présidents américains n'en ont déporté pendant les 20 dernières années. Imaginez. Vous vous souvenez de ce Joe Biden? Lorsque Joe Biden était en campagne contre Donald Trump et qu'il a voulu avoir le vote des Haïtiens de la Floride, il est allé, n'est-ce pas, dans ce quartier qu'on appelle Little Haiti, devant cette salle culturelle que je connais bien. Il a mis un genou à terre. Il a demandé pardon aux Haïtiens pour les abus que les États-Unis nous ont infligés. Il a demandé pardon aux Haïtiens pour l'instabilité politique causée par les États-Unis dans notre pays. Et il s'était engagé d'être plus accueillant vis-à-vis des Haïtiens. Il s'était engagé à ne pas les déporter comme Donald Trump, le méchant, n'est-ce pas, l'a fait. Mais en moins d'1 an, les amis, Joe Biden a déporté plus d'Haïtiens que pendant les 20 dernières années réunies. Alors dites-moi, est-ce que ce qui se passe là en Ukraine, c'est ma guerre? Non, ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas ma guerre. Je peux déplorer, n'est-ce pas, les victimes civiles, le fait qu'il y ait des victimes civiles, mais je vais commencer par pleurer mes propres morts. Je vais commencer par régler les choses qui se font mal chez moi. Je vais commencer par réclamer justice pour ma propre maison, faire un plaidoyer pro domo avant de m'occuper de ce qui se passe ailleurs. Parce que les Européens, les Occidentaux, les Blancs, eux, ils savent qui sont les leurs. Ils disent les Ukrainiens, même s'ils ne font pas partie de l'OTAN, les Ukrainiens, même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, ce sont les nôtres, ils sont blancs. On va les laisser entrer sans passeport. On va faire pression sur nos divers gouvernements pour qu'ils puissent les accueillir sans même poser des questions de sécurité, parce qu'ils sont des Blancs. S'il s'était agi des Noirs, on entendrait un François Legault dire, ici au Québec, le Québec ne peut pas accueillir toute la misère du monde. S'il s'était agi de Blancs, on entendrait en France des influenceurs dire, écoutez, on n'a pas assez de place, on n'a pas assez de travail pour nourrir tous ces immigrants-là. Bande d'hypocrites, ce n'est pas ma guerre, c'est votre guerre à vous. Et c'est vous les Occidentaux qui l'avez déclenché cette guerre. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager
ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Si vous ne croyez toujours pas à cette compassion à géométrie variable des Occidentaux, nous sommes compatissants quand il s'agit de blancs, mais on ferme nos entrailles quand il s'agit de noirs. Nous évoquons le droit international quand il s'agit de blancs, mais nous pratiquons l'arbitraire quand il s'agit d'autres peuples. Je vous invite à chercher sur YouTube cette vidéo dans laquelle Joe Biden, alors président de la prestigieuse Commission des affaires internationales du Sénat américain, c'est quand même l'une des commissions les plus prestigieuses, les plus influentes en tant qu'institution aux États-Unis. Il est sénateur, Joe Biden, et en plus, il est le président de la Commission des affaires étrangères au Sénat américain. Et là, nous sommes justement au début des années 90. Il y a une guerre, n'est-ce pas, en Europe. Et lui, il pousse pour que les États-Unis puissent intervenir dans des pays anciennement qui appartenaient, n'est-ce pas, aux pays de l'Europe de l'Est, parce qu'on ne peut pas laisser cette guerre s'envenimer, parce que ce sont des humains qui meurent là-bas. Il faut, n'est-ce pas, envoyer des troupes, il faut envoyer de l'aide. Et le journaliste, je pense, de ABC a demandé à Joe Biden, mais vous êtes en Amérique, vous vous intéressez à ce qui se passe, n'est-ce pas, aux confins de l'Europe, tandis que à côté de chez nous, là, en Haïti, il y a ces militaires qui tuent par des centaines, n'est-ce pas, de milliers, les partisans de Jean-Bertrand Aristide qui venaient de subir un coup d'État. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce coup d'État sanglant de Raoul Cedras, coup d'État qui a été perpétré et comment, avec la complicité de l'ambassade américaine contre un président légitimement élu, n'est-ce pas, Jean-Bertrand Aristide. Le journaliste lui a dit, mais on ne comprend pas que vous soyez prêt à envoyer vos troupes en Europe, à dépenser des sommes colossales pour intervenir dans une guerre en Europe, tandis que là, n'est-ce pas, en Amérique, il y a des militaires qui assassinent tous les jours les partisans d'un président légitimement élu et qui a été renversé lors d'un coup d'État. Vous savez quelle a été la réponse de Joe Biden? Je vais vous regarder dans les yeux et vous laisser quelques secondes avant de vous la donner, cette réponse. Joe Biden a dit au peuple américain, sur une chaîne de télévision, à une heure de grande écoute, Joe Biden, président des États-Unis aujourd'hui, mais alors président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, il a dit, vous savez, vous me demandez d'intervenir en Haïti et de cesser d'intervenir aux confins de l'Europe. Vous savez, si Haïti devait s'enfoncer dans la mer des Caraïbes, rien ne changerait aux intérêts des États-Unis. Vous entendez ça? Si Haïti, pays de 27 000 km², avec, n'est-ce pas, en ce moment-là, probablement 10 millions d'habitants, si Haïti, disait Joe Biden, devait s'enfoncer dans la mer des Caraïbes, on s'en foutrait. Rien ne changerait aux intérêts des Américains. Donc nous devons plutôt intervenir en Europe parce que c'est là que se trouvent nos intérêts. Alors là, lorsque vous vous déchirez la chemise, vous en tant que noir, là,
Lorsque vous vous déchirez la chemise, vous en tant qu'Haïtien, lorsque vous vous déchirez la chemise, n'est-ce pas, sur la place publique, en tant qu'Africain, en tant qu'Antillais, pour défendre, n'est-ce pas, la position occidentale, pour défendre la position des Américains, mais est-ce que ça va dans votre tête? Est-ce que ça va dans votre tête? Ou bien, est-ce que vous n'êtes pas un aliéné? Est-ce que vous n'êtes pas un zombie? Quand il s'agit de votre pays, Joe Biden dit, écoutez, on s'en fout royalement si Haïti devait s'enfoncer dans la mer des Caraïbes, eh bien, pas grand-chose ne changerait dans les intérêts américains. Donc, il ne s'agit pas de compassion, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de miséricorde, il ne s'agit pas, si vous voulez, de justice, il ne s'agit pas de droits de l'homme. Si Haïti devait s'enfoncer dans la mer des Caraïbes, on s'en foutrait. Nous, nos intérêts, c'est vraiment dans des pays de blancs en Europe. Et puis vous, aujourd'hui, vous êtes prêts à prendre vos fusils pour aller défendre, n'est-ce pas, la politique américaine en Europe. Vous savez quoi? Ce n'est pas ma putain de guerre. De même que Joe Biden pouvait dire, si Haïti s'enfonçait dans la mer des Caraïbes, tout le monde s'en foutrait, les intérêts des Américains, n'est-ce pas, ne recevraient pas un seul pli. Eh bien, dans cette guerre en Europe-là, je m'en fous. Ce n'est pas ma guerre. Eh bien, à un moment donné, on acquiert de la maturité, chacun doit pratiquer la miséricorde, chacun doit pratiquer la compassion envers les siens. Puisque les pays européens ferment leurs portes, n'est-ce pas, aux ressortissants africains, aux ressortissants noirs qui se trouvent en Ukraine pour étudier et qui cherchent à fuir les bombes, n'est-ce pas, des Russes, on leur dit non, vous n'êtes pas de vrais Ukrainiens, vous êtes des Noirs, vous savez quoi? Occupez-vous, n'est-ce pas, de vos Blancs. Parce que votre miséricorde, c'est une miséricorde, n'est-ce pas, à géométrie variable. Votre compassion, c'est une compassion asymétrique. Mais ne me prenez pas pour un imbécile en me parlant de droits de l'homme, en me parlant de compassion, en me parlant de droits des réfugiés. Quand il s'agit de demandeurs d'asile noirs, vous fermez vos frontières, tandis que quand il s'agit de demandeurs d'asile blancs, vous êtes prêts à les recevoir sans papier, sans des questions de sécurité. Bande d'hypocrites. Maintenant, considérons la question que je vous ai lancée. Et si cette guerre était une guerre juste du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique? Posons-nous donc la question, et si cette guerre en Ukraine était une guerre juste du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique? Remarquons bien là, nous ne sommes pas des enfants, on ne se pose pas la question, est-ce que c'est une guerre morale? L'une des premières notions que tu apprends en droit, c'est que la justice n'est pas toujours morale, on s'en fout de la morale. C'est l'Église qui doit s'occuper de la morale, et même là encore, l'Église ne s'en occupe pas, n'est-ce pas? Connaissez-vous une institution aussi raciste que l'Église? Non. C'est les religions qui devraient s'occuper de la morale, mais les religions, elles aussi, ont une morale à géométrie variable. On s'en fout de la morale dans les relations internationales, c'est-à-dire dans les relations entre les nations. Ça va? Donc ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que c'est une guerre juste? Et lorsqu'on se pose la question à savoir est-ce que c'est une guerre juste, il faut se poser la question à savoir à partir de quelle perspective? Parce que ce qui est juste de point de vue ukrainien est injuste du point de vue de la Russie. Ce qui est juste du point de vue russe, n'est-ce pas, est peut-être injuste du point de vue ukrainien. Mais la vie fonctionne comme cela. J'oublierai jamais dans un cours sur le droit international, mon professeur a pris cet exemple-là. Écoutez bien. Un chirurgien devait opérer un malade. Après 12 heures d'intervention, il a tout essayé, il sort et il dit à la famille, vous savez, l'opération est une grande réussite, sauf que le patient est mort. Waouh! Le patient est mort, mais vous dites quand même que l'intervention est une grande réussite. Et lorsqu'on pose la question au chirurgien, mais comment pouvez-vous dire que l'intervention est une grande réussite si le patient est mort? Mais il répond, c'est que mais cette opération-là nous a permis, n'est-ce pas, d'avancer du point de vue scientifique. Eh bien, cette maladie nous devient un peu plus claire, même si le patient est mort, c'est quand même une réussite parce que la science a progressé.
Donc vous notez que même si le chirurgien souhaitait la guérison du patient, mais la guérison du patient n'est pas le seul critère à la lumière duquel il mesure la réussite de son intervention. Oui, son intervention est une réussite à ses yeux parce que ça a permis de grandes avancées scientifiques. Mais posez la même question à la femme de ce patient, posez la même question aux enfants de ce patient, posez la même question aux amis de ce patient, eh bien, pour eux, cette intervention est un échec. Et lorsque vous allez leur demander comment savent-ils que c'est un échec, ils vont dire, écoutez, le patient est mort. Si le patient est mort, l'intervention est donc un échec. Voilà pourquoi nous devons faire attention quand on parle d'échec, quand on parle de réussite, quand on parle de ce qui est juste, quand on parle de ce qui est injuste, c'est à partir de quelle perspective? Maintenant, je soutiens que du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique, cette guerre est juste. Eh bien, qu'est-ce qu'on entend par la géopolitique? La géopolitique établit le principe suivant. Si je veux défendre mon pays, si je veux défendre mon espace, je ne dois pas m'occuper seulement de ce qui se passe chez moi, je dois m'occuper aussi de ce qui se passe autour de moi. Je vais reprendre cela, simplement dit. Qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Eh bien, la géopolitique consiste à se dire, pour m'occuper de la sécurité de mon pays, ma sécurité interne, je ne dois pas m'occuper seulement de ce qui se passe chez moi, mais je dois garder aussi un œil sur ce qui se passe chez le voisin, car mes ennemis peuvent venir s'établir chez mon voisin pour me faire du mal, à défaut de s'établir chez moi. Et c'est ainsi que les pays occidentaux ont toujours compris les relations internationales. Regardez, après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ont fondé les Nations Unies. Les Nations Unies font partie de cet ensemble d'institutions américaines qu'on appelle, n'est-ce pas, les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire un ensemble d'institutions par lesquelles les États-Unis vont, n'est-ce pas, imprimer le nouvel ordre mondial. Ils sont le grand gagnant, n'est-ce pas, de cette Seconde Guerre mondiale, même si ce sont les Russes qui sont entrés à Berlin les premiers, mais ils s'estiment être les grands gagnants de cette Seconde Guerre mondiale. Donc, ils ont le droit d'imposer le nouvel ordre mondial. Et donc, ils vont créer un ensemble d'institutions qui définissent aujourd'hui l'ordre mondial. Que ce soit les Nations Unies, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque mondiale ou d'autres institutions de ce genre, on les appelle les institutions du Bretton Woods parce que c'est aux États-Unis, dans cette région qu'on appelle Bretton Woods, que ces institutions-là sont nées. Mais vous notez que, tandis que les États-Unis fondent les Nations Unies, l'ONU, fille de la SDN, Société des Nations Unies, créée elle aussi par les Nations Unies, tandis qu'ils créent les Nations Unies comme espace international dans lequel les nations vont être invitées à négocier, à se parler pour éviter de retourner en guerre. Nous sommes en 1945, 4 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont fonder, avec d'autres États occidentaux, l'OTAN en 1949. Mais regardons la chose. Si vous croyez vraiment en la paix, et rien qu'en la paix, puisque c'est vous qui avez créé les Nations Unies comme espace de négociation, comme espace de dialectique, pourquoi vous êtes-vous senti le besoin de créer, 4 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, une organisation militaire qu'on appelle l'OTAN, organisation dans laquelle les pays signataires se promettent de répondre collectivement à tout agresseur qui viendrait agresser un d'entre eux. Vous me suivez jusque-là? Mais le principe, c'est un principe géopolitique. Si je veux m'occuper de la sécurité intérieure,
je dois aussi m'occuper ou regarder ce qui se passe autour de moi. Mon espace de sécurité ne se limite pas à ce qui se passe à l'intérieur de ma frontière, mais il déborde sur les frontières de mes voisins parce que mes ennemis peuvent choisir de s'installer chez mes voisins pour me faire du tort. Et là, lors de la signature de l'OTAN en 1949, c'était 12 pays signataires, tous des pays occidentaux. Le but non avoué, parce que non avouable, c'est que la Russie soviétique, c'est une grande puissance militaire. Si jamais cette grande puissance décidait de passer outre au principe de dialectique qu'on vient d'établir aux Nations Unies, nous devons être en mesure de répondre à l'agression des Russes collectivement, parce que nous ne pouvons pas faire face seuls aux Russes, nous devons collectivement lui faire face si jamais nous étions agressés. Et donc, à la signature du pacte de l'OTAN, on va l'appeler ainsi, il y avait 12 pays signataires, essentiellement des pays occidentaux, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Lorsque les Russes se sont rendus compte de cela, ils se disent, ah bon, ils se mettent ensemble pour me répondre collectivement, pour me riposter collectivement, au cas où il y aurait une agression, suivez mon regard de ma part, je n'ai pas le choix. Moi aussi, je vais même me regrouper dans un pacte avec des pays, n'est-ce pas, qui sont autour de moi, qui sont des pays, n'est-ce pas, avec lesquels je partage plus ou moins des frontières. Et donc, la Russie soviétique va donc signer le pacte de Varsovie le 14 mai 1955. Mais regardez déjà le décalage dans le temps. L'OTAN, c'est 1949, 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, tandis que le pacte de Varsovie, c'est mai 1955. Donc, c'est les pays occidentaux qui, préventivement, se disent « si jamais on était attaqué par les Russes, nous devons être prêts à lui répondre collectivement ». Les Russes, donc, eux, vont créer le pacte de Varsovie en 1955. Quels pays retrouve-t-on dans le pacte de Varsovie? Essentiellement des pays de l'Est. République démocratique allemande, puisqu'on se souvient, l'Allemagne, n'est-ce pas, était divisée en République démocratique allemande et, n'est-ce pas, République de l'Ouest, République populaire de Bulgarie, République populaire de Pologne, République populaire roumaine, République tchécoslovaque, etc. La Russie soviétique va donc s'effondrer au début des années 90, nous sommes en 91. Et là, Jim Baker, alors secrétaire d'État des États-Unis sous George Bush père, s'est engagé formellement auprès de la Russie que jamais l'OTAN ne recruterait ses membres au sein des républiques appartenant autrefois à la Russie soviétique. Il me semble que quand on donne son mot dans les relations internationales, parce qu'on veut la paix, ce mot-là doit avoir, n'est-ce pas, une certaine importance, surtout si on est secrétaire d'État des États-Unis, surtout si on se propose comme, n'est-ce pas, un pays qui veut la paix. Et ce que les gens ignorent, savez-vous qu'à un moment donné, Poutine souhaitait même que la Russie fasse partie de l'OTAN. Qu'est-ce qu'a répondu George Bush père? Non, on ne veut pas que la Russie fasse partie de l'OTAN parce que les États-Unis ne veulent pas au sein de l'OTAN d'un pays qui puisse leur faire concurrence. Ah là, les gens l'oublient. Puisque l'OTAN, n'est-ce pas, en théorie existe pour avoir un monde plus sûr, eh bien, la Russie peut faire partie en théorie de l'OTAN. Mais les États-Unis ont dit non. Et là, si vous regardez, depuis 1991, les pays que l'OTAN, sous l'influence des États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, ont recruté, les pays que l'OTAN a recrutés sous l'influence des États-Unis depuis 1991, ils sont passés de 14 pays membres de l'OTAN à 30 pays membres en 2022. Ce sont essentiellement des pays qui ont fait partie, n'est-ce pas, de la Russie soviétique. Je vous les lis, ces pays-là, qui sont désormais membres, n'est-ce pas, de l'OTAN.
Aujourd'hui, on parle de l'Albanie, on parle de Bulgarie, on parle de Croatie, on parle de l'Estonie, on parle de la Hongrie, on parle de la Lettonie, on parle de la Lituanie, on parle, n'est-ce pas, de la Macédoine du Nord, on parle de la Pologne, on parle de la République tchèque, on parle de la Slovaquie, on parle de la Slovénie, on parle, n'est-ce pas, d'autres pays encore qui ont fait partie de la Russie soviétique, contrairement aux mots que les États-Unis d'Amérique avaient donnés en 1991, mot pour lequel Jim Baker, alors secrétaire d'État des États-Unis, s'est engagé, eh bien, pouf, l'OTAN a recruté ses membres sous l'impulsion des États-Unis parmi les pays qui faisaient partie de la Russie soviétique. Et si vous regardez bien, les amis, prenez une carte du monde, vous verrez que effectivement, la Russie est encerclée par les pays de l'OTAN. Et ça, c'est la politique étrangère des États-Unis. Les États-Unis appellent ça la politique de l'endiguement. Nous devons endiguer, nous devons encercler la Russie pour l'empêcher d'avoir de l'influence ailleurs, tandis que nous, les membres de l'OTAN, nous allons continuer à avoir de l'influence même sur son territoire. Si vous étiez une grande puissance, ayant la deuxième plus puissante armée du monde, accepteriez-vous d'être encerclé par un pays qui se définit comme votre ennemi? C'est pour cela qu'on a créé, n'est-ce pas, l'OTAN en 1949. Accepteriez-vous que ce pays qui se définit comme votre ennemi vienne s'installer chez vous avec des pays qui ont déjà fait partie de la Russie soviétique et en devenant membres de l'OTAN, que font les États-Unis? Sous l'impulsion, n'est-ce pas, justement sous le parapluie de l'OTAN, les États-Unis vont établir leur base militaire dans ces pays membres de l'OTAN. Ils vont y installer, n'est-ce pas, des armes nucléaires juste en face de la Russie. Vous regardez ça, vous dites quoi, vous? N'oubliez pas, je vous ai posé la question, et si cette guerre russo-ukrainienne, de point de vue géopolitique, était une guerre juste? En 2008, Poutine lance un avertissement aux pays membres de l'OTAN lors d'un sommet de l'OTAN. Il leur dit, la ligne rouge, ça va être l'Ukraine. Vous avez manqué à votre parole, vous avez manqué à votre code d'honneur. Vous aviez promis à mon pays que jamais vous n'auriez recruté les membres de l'OTAN parmi les pays qui sont autour de ma frontière. Vous avez manqué parole, mais là, la ligne rouge, ça va être l'Ukraine. Si vous entrez en Ukraine directement ou indirectement, je vais riposter en entrant en Ukraine pour vous empêcher de vous installer chez moi, menaçant ainsi ma sécurité et la sécurité de ma population. Vous savez, celui qui a poussé pendant sa présidence pour recruter l'Ukraine, vous savez comment il s'appelle? Barack Obama. Donald Trump n'a pas osé. Joe Biden était alors le vice-président de Barack Obama et n'était l'opposition de la France, qui a peur de la Russie. N'était l'opposition de l'Allemagne, n'est-ce pas, ayant à sa tête Angela Merkel, qui connaît, n'est-ce pas, la pensée militaire de Vladimir Poutine, qui connaît surtout sa détermination à se faire respecter dans le monde, eh bien Barack Obama aurait déjà intégré l'Ukraine au sein de l'OTAN, ce qui donnerait le droit aux États-Unis de venir installer leur base militaire, une autre base militaire, de venir installer des armes nucléaires, n'est-ce pas, en Ukraine, juste en face de la Russie. Si vous êtes la deuxième plus grande armée du monde, vous constatez que votre ennemi de toujours, les États-Unis, se sert des petits pays qui se trouvent autour de vous. Et parfois, vous savez ce que font les États-Unis? Parfois même, ils vont casser une ancienne république soviétique en plusieurs petits pays pour en faire, n'est-ce pas, des membres de l'OTAN. C'est le cas de la Yougoslavie. Alors là, ils s'indignent, ces mêmes États-Unis-là, quand la Russie veut scinder le territoire de l'Ukraine en plusieurs petits pays dont la Russie reconnaîtrait, n'est-ce pas, l'existence. Bon Dieu, ce qui est bon pour vous ne peut pas être mauvais pour l'autre, et ce qui est mauvais pour l'autre ne peut pas être bon pour vous.
Donc il faut se poser la question, et si cette guerre était juste d'un point de vue géopolitique? Et pire, lorsque en Ukraine, il y a un président pro-russe qui est élu, vous savez ce que font les États-Unis, ils crient à la fraude. Ils disent, écoutez, c'est une élection frauduleuse. Nous connaissons cela. Ils ont fait la même chose, n'est-ce pas, au peuple vénézuélien. Dès qu'un président est élu qui ne fasse pas leur affaire, eh bien, ils crient à la fraude. Ils ont tout fait pour le renverser. Je pense que c'est le président Poroshenko. Et quand ils installent un autre président pro-américain, alors là, ils le soutiennent, ils envoient des armes en Ukraine, ils entraînent l'armée ukrainienne de manière à pouvoir répondre à une agression russe éventuellement. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Alors vous continuez à gober ce que la presse vous dit, à savoir que c'est les Russes qui provoquent cette guerre. Voyons donc. Ce sont les États-Unis qui provoquent cette guerre. Les États-Unis pensaient que Vladimir Poutine n'irait pas jusqu'au bout de sa pensée. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, de cette ronde diplomatique qui a commencé, je pense, depuis le mois de décembre. On a vu Anthony Blinken, n'est-ce pas, secrétaire d'État américain, mettre le monde en garde contre une agression éventuelle des Russes en Ukraine. Mais la question véritable à se poser, c'est qui agresse qui? Lorsque Vladimir Poutine a rencontré, n'est-ce pas, Blinken, lorsqu'il a eu un échange directement avec Joe Biden, il a dit, voici mes conditions. Mais ce sont des conditions justes. Vladimir Poutine a dit à l'Amérique, si vous ne voulez pas que j'intervienne en Ukraine, voici mes conditions. Engagez-vous à ce que l'Ukraine ne devienne jamais membre de l'OTAN. Engagez-vous à ce que l'Ukraine ne devienne jamais membre de l'Union européenne, parce que si l'Ukraine devient membre de l'OTAN ou membre de l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, donc vos pays amis, ou si l'Ukraine devient membre de l'OTAN, vous allez avoir le beau prétexte d'y installer vos bases militaires, d'y installer vos armes nucléaires en face de moi, ce qui va remettre, n'est-ce pas, en jeu la sécurité de ma population. Engagez-vous à ce que l'Ukraine reste un pays neutre, que vous n'allez jamais le recruter pour en faire un membre, n'est-ce pas, de l'OTAN, pour en faire un membre de l'Union européenne, et les Ukrainiens auront la paix. Vous savez quelle a été la réponse de Joe Biden? Jamais. Les États-Unis ne vont jamais accepter de signer un accord avec les Russes, accord au terme duquel l'Ukraine restera un État neutre et qu'on ne cherchera pas à recruter ce pays-là au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne. Vous êtes Vladimir Poutine, vous êtes à la tête de la deuxième plus puissante armée du monde. Vous faites quoi? Si vous refusez de vous engager à ce que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, c'est qu'effectivement, vous avez pour intention de recruter l'Ukraine au sein de l'OTAN pour venir y installer des bases pour menacer ma sécurité. Et de fait, tous les pays occidentaux, tous les pays de l'OTAN ont entraîné l'armée ukrainienne. La France y envoie des armes, le Canada y envoie des armes, les États-Unis y envoient des armes. Mais quand vous faites cela, vous menacez directement les Russes. Ne me dites pas que vous êtes pour la paix. Ce n'est pas ma guerre, mais ne me prenez pas pour un imbécile en me faisant passer les Russes comme de méchants qui agressent un petit pays, tandis que vous ne faites rien. C'est vous qui avez provoqué cette guerre en armant un pays, en refusant de vous engager à ce que ce pays frontalier avec les Russes ne soit jamais membre de l'OTAN. L'Ukraine est un pays libre. Si l'Ukraine veut faire partie de l'OTAN, on ne devrait pas l'empêcher vraiment. Vraiment. Est-ce que vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé dans les années 62, pendant près de 10 jours, sous Kennedy, lorsque Cuba, en tant que pays libre, a décidé, n'est-ce pas, de recevoir des missiles de longue portée de son ami, la Russie soviétique. Les États-Unis se sont opposés à cela. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que, tandis qu'ils se sont opposés à cela, préalablement à l'introduction des missiles russes sur le territoire cubain, les États-Unis ont installé des missiles de longue portée en face de la Russie soviétique en territoire turc. Donc quand je vous dis que les États-Unis sont pervers et que ce qui est vrai pour eux est faux pour les autres, mais ils ne sont jamais dans la vérité, ils sont toujours dans la propagande, ils installent des missiles de longue portée en Turquie en face de la Russie.
Mais quand la Russie cherche à importer des missiles de longue portée à Cuba, ils disent non, mais bon Dieu, le monde vous appartient-il? Pourquoi les États-Unis se permettent-ils de tout faire aux autres, tandis que quand les autres font exactement ce que eux font ailleurs, ils crient au loup, ils crient à Ro sur le baudet, ils versent des larmes, n'est-ce pas, de la Vierge offensée? Bande d'hypocrites. Alors du point de vue géostratégique, du point de vue géopolitique, donc du point de vue russe, c'est une guerre juste, car les États-Unis ou tout autre pays qui en a les moyens aurait fait la même chose pour assurer la sécurité de ses frontières, pour assurer la sécurité de sa population. Maintenant, je n'arrête pas de rire devant la lâcheté des peuples occidentaux, devant la lâcheté des Américains. Vous vous souvenez, les Américains se sont toujours fait passer comme une hyperpuissance, la très grande puissance, et que les Russes, même s'ils ont la deuxième armée du monde, ils sont loin derrière les Américains. Vraiment? Pourquoi les Américains ne le démontrent-ils pas? Est-ce que vous vous souvenez des menaces à peine voilées, des menaces directes du monde occidental, en particulier des menaces de Emmanuel Macron, des menaces de Joe Biden, qui ont clairement dit à Poutine: si vous entrez en Ukraine, la riposte militaire va être rapide et elle va être féroce. Riposte militaire, allez écouter. D'ailleurs, les Américains ont même amassé des troupes en Pologne. Ils ont amassé des troupes, n'est-ce pas, dans d'autres pays frontaliers des Russes qui sont membres de l'OTAN. Les Russes sont entrés, effectivement, il y a une semaine en Ukraine. Savez-vous quelle a été la première réaction de Biden? Ah, mais quel lâche, hein? Il a appelé le président ukrainien pour lui offrir de l'exfiltrer de l'Ukraine. Il lui a dit: si vous cherchez à laisser, n'est-ce pas, Kiev, nous sommes prêts à vous aider à quitter. Et là, le président ukrainien a dit: c'est pas ce que vous m'aviez promis. Moi, je ne cherche pas un taxi qui m'aide à laisser mon pays. Vous m'aviez promis, n'est-ce pas, que vous m'enverriez de l'aide militaire. Vous m'aviez promis que vous m'enverriez des soldats. Il me faut des soldats sur le sol. La Russie est en train de me bombarder par votre faute à vous. Et là, vous m'offrez un taxi. Espèce de lâche. Parce qu'on ne badine pas avec une puissance militaire, une puissance nucléaire comme les Russes. On ne badine pas avec une puissance nucléaire comme, n'est-ce pas, les Russes de Vladimir Poutine. Si vous osez entrer sur le territoire ukrainien sous prétexte que vous venez aider les Ukrainiens, la Russie va riposter de manière nucléaire parce qu'elle en est capable. Il me semble que les États-Unis, la France et les autres pays de l'Union européenne sont signataires de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies, les amis, prévoit que lorsqu'une population civile est en danger, eh bien, les pays membres des Nations Unies peuvent établir une zone de no-fly zone, comme on les appelle, un couloir aérien par lequel ils vont interdire les avions des pays belligérants de traverser l'espace. Waouh! Quand il s'agit d'un autre pays, les Nations Unies créent ce couloir aérien. Vous vous souvenez? C'est comme ça que la France, c'est comme ça que, n'est-ce pas, le Royaume-Uni, c'est comme ça que les États-Unis ont assassiné Kadhafi. Il y a une guerre civile qu'eux-mêmes ont provoquée, que la France a provoquée, n'est-ce pas, en Libye. Et pour affaiblir le gouvernement central de Kadhafi, ils ont créé une no-fly zone, un couloir aérien humanitaire, suivez mon regard. Et grâce à ce couloir aérien, ils ont bombardé l'aviation, n'est-ce pas, libyenne. Ils ont bombardé les forces militaires, n'est-ce pas, libyennes, affaiblissant ainsi l'autorité centrale. Alors faites la même chose, bande de lâches. C'est la même charte des Nations Unies qui vous donne le droit de créer un couloir aérien. Allez donc créer ce couloir aérien en Ukraine et vous en aurez pour votre rhume, bande de lâches. Quand il s'agit d'un pays africain, vous le faites. Quand il s'agit d'un petit pays, vous le faites. Mais là, il s'agit de la deuxième grande puissance militaire. Si vous êtes première grande puissance, pourquoi ne l'attaquez-vous pas? Les lâches, ils ont préféré porter un petit ruban
aux couleurs du drapeau ukrainien. Ils ont préféré ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés ukrainiens sans passeport, sans papier. Ils ramassent des fonds pour soutenir, n'est-ce pas, l'Ukraine. Et là, ils prennent des sanctions économiques contre les Russes. Vous êtes en train de me faire croire à moi et à mes auditeurs que Vladimir Poutine n'a pas calculé cela? Vraiment? Êtes-vous en train de me dire que les grands économistes se retrouvent seulement en Occident et qu'il n'y a pas de grands économistes en Chine et qu'il n'y a pas de grands économistes, n'est-ce pas, en Russie? Donc tout ce bloc de Shanghai-là était incapable de prévoir vos foutues sanctions économiques. La vérité, je vais vous le dire, il y a un économiste occidental qui a étudié l'effet des sanctions économiques sur les 100 dernières années. Là, voici cette vérité. Les sanctions économiques n'ont pas d'efficacité sur des grands pays comme la Russie. Les sanctions économiques ont une efficacité sur des petits pays. Quand il s'agit de petits pays, vous serrez la vis économique, mais vous ébranlez, n'est-ce pas, l'économie de ce pays. Mais quand il s'agit de grands pays comme la Russie, vous n'aurez aucune efficacité dans les sanctions. La preuve, c'est que lorsque les Russes sont entrés en Crimée et que Barack Obama y est allé avec des sanctions économiques, ça n'a pas ébranlé l'économie russe plus que cela. Parce que c'est les Russes qui fournissent du gaz aux Allemands pour se réchauffer. C'est des Russes qui fournissent du gaz aux Italiens pour se réchauffer. La Russie, c'est l'un des plus grands exportateurs, n'est-ce pas, de blé et de céréales dans le monde. Vous y allez avec des sanctions économiques, bande de lâches. Ils sont à ce point hypocrites. Vous savez que la conquête de l'espace aujourd'hui se fait grâce à qui? Grâce à la collaboration entre les pays. Et l'un des pays majeurs en matière de conquête de l'espace, c'est les Russes. Est-ce que vous avez entendu un seul pays occidental dire qu'il ne va plus collaborer avec les Russes en matière d'exploration spatiale? Non, parce que s'ils font cela, mais ce n'est pas compliqué. Les avancées scientifiques en matière de conquête spatiale, n'est-ce pas, vont s'arrêter là. Donc vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux et regarder des gens avisés pour leur dire, écoutez, nous allons faire face aux Russes avec des sanctions économiques. Foutaise. La vérité, c'est qu'ils sont obligés de ravaler leurs mots. Ils avaient menacé les Russes, n'est-ce pas, d'une guerre totale militaire. Si les Russes étaient entrés en Ukraine, eh bien les Russes sont entrés en Ukraine et cette riposte militaire n'aura pas lieu. Parce que vous avez peur de la Russie, deuxième puissance militaire, mais disposant, n'est-ce pas, d'une force de frappe nucléaire. Et toute cette histoire de sanctions économiques, c'est de la foutaise. Vladimir Poutine va faire ce qu'il s'était fixé de faire en Ukraine, et après qu'il aura fini de faire ce qu'il s'était proposé de faire en Ukraine, les pays vont recommencer à faire du commerce ensemble. Les Occidentaux sont à ce point cupides. C'est Mao Tse-tung qui disait cela. Les Occidentaux sont à ce point cupides, écoutez bien sa formule, qu'ils sont prêts à vous vendre la corde avec laquelle vous allez les pendre. S'il s'agit de dollars, s'il s'agit de fric, ils oublient leurs convictions morales, ils oublient leurs convictions de droit international, ils vont recommencer à brasser des affaires ensemble. Vladimir Poutine le sait. Voilà pourquoi il va continuer à faire ce qu'il doit faire pour protéger ses frontières, parce que toute autre puissance aurait fait la même chose. Les Occidentaux me font rire dans leur justice, dans leur notion de justice. Sauf que lorsque vous prenez le temps d'y penser, c'est une justice à géométrie variable. En Occident, on nous dit qu'il ne faut pas condamner quelqu'un par association. Si je suis criminel, poursuivez-moi, mais vous ne pouvez pas poursuivre mon frère parce que son frère est criminel. Si je suis criminel, c'est moi que vous allez jeter en prison, mais vous n'allez pas poursuivre mes enfants parce qu'ils sont les enfants d'un criminel.
Ils sont à ce point hypocrites, ces Occidentaux-là. Il me semble que depuis toujours, l'une des règles, l'un des principes des Jeux olympiques, c'était qu'il fallait garder le sport loin de la politique. C'est ce que vous avez toujours dit, pas vrai? Il ne faut pas politiser le sport. Depuis que Vladimir Poutine est entré en guerre contre les Ukrainiens, avez-vous vu tous ces sportifs russes que les Occidentaux, se servant, n'est-ce pas, du comité olympique ou para-olympique, sont en train de sanctionner? Là, les Russes n'ont pas le droit de participer aux Jeux para-olympiques. Pour quelle raison? Parce que les Russes sont en guerre contre l'Ukraine. Mais ce faisant, n'êtes-vous pas en train de politiser le sport? Il me semble que vous avez toujours dit qu'il ne faut pas faire ça. Il y avait un maestro russe qui devait se produire à la tête d'un orchestre, n'est-ce pas, aux États-Unis il y a quelques jours. On lui a dit, vous ne pouvez pas vous produire. Pour quelle raison? Parce que vous êtes l'ami de Poutine. Ah bon? Si je suis l'ami de quelqu'un que vous considérez comme criminel, je suis criminel. Mais où est passée votre notion de justice? Il me semble que dans toutes vos facultés de droit, dans tous vos tribunaux, vous êtes contre, n'est-ce pas, la culpabilité par association. Ils gèlent les avoirs des gens riches en Russie. Pour quelle raison? Parce que leur pays est en guerre contre l'Ukraine. Donc, si les États-Unis sont en guerre contre un pays, eh bien, un autre pays aurait le droit de geler les avoirs de tous les gens riches américains parce que les États-Unis sont en guerre contre un autre pays. Mais bordel! Est-ce que ce serait juste qu'on gèle les avoirs de Jeff Bezos, qu'on gèle les avoirs, n'est-ce pas, de Warren Buffett et citer les noms? Est-ce que ce serait juste, par exemple, de geler les avoirs de Oprah Winfrey parce qu'elle est une amie de Joe Biden sous prétexte que les États-Unis sont en guerre contre un pays et là, à défaut de nous attaquer militairement aux États-Unis, nous allons geler les avoirs de ces gens riches qui sont censés être les amis de Poutine. Mais n'êtes-vous pas devenu fou? Et le pire, vous n'allez entendre aucun juriste occidental. Vous n'allez entendre aucun spécialiste des droits de l'homme en Occident. Vous n'allez entendre, n'est-ce pas, aucun journaliste sérieux. Ils sont tous des picassiettes, s'indigner contre cela en disant, écoutez, wow, est-ce que nous ne sommes pas en train de franchir une ligne là? Depuis quand mes filles étaient coupables parce que moi je suis coupable? Depuis quand un maestro était coupable parce qu'il est russe et qu'il est censé être l'ami de Vladimir Poutine? Depuis quand des sportifs doivent être sanctionnés parce qu'ils sont russes? Mais c'est du racisme cela. Vous punissez les sportifs sur la base de leur citoyenneté. Vous punissez, n'est-ce pas, un riche sur la base de sa citoyenneté. Bande d'hypocrites, vous êtes devenus fous parce que vous êtes lâches. Vous êtes la première puissance militaire, ripostez donc à la Russie. La France de Emmanuel Macron n'avait-elle pas menacé Vladimir Poutine, déclenché dans une guerre, et vous en aurez pour votre rhume? Ah, j'imagine seulement que s'il s'agissait d'un petit pays africain, s'il s'agissait d'un petit pays antillais, oh là là! Ce pays-là, selon le vœu de Joe Biden, serait déjà, n'est-ce pas, enfoncé dans l'océan. Et personne ne s'en occuperait. Il n'y aurait pas cette espèce de levée de bouclier pour être compatissant vis-à-vis des ressortissants de ce pays. Parce qu'en Occident, on a une justice à géométrie variable. On a une justice asymétrique. Maintenant, où se trouvent nos intérêts là-dedans, nous les Noirs? J'ai déjà dit que ce n'est pas notre putain de guerre. Mais où se trouvent nos intérêts dedans? Laissez-moi vous le dire. Nous avons intérêt en tant que petit pays à ce que le monde ne soit pas unipolaire. Aussi longtemps que les États-Unis sont les seuls maîtres du monde, les pays occidentaux imposent leurs règles. Quelles règles, dis-je? Ils imposent leur comportement arbitraire partout. S'il n'y a que les États-Unis qui puissent imposer, n'est-ce pas, leurs lois, la France peut entrer en Afrique et en faire des poubelles à ciel ouvert. Les États-Unis peuvent entrer en Haïti et en faire une passoire pour la drogue, n'est-ce pas, et les armes illégales. Il faut qu'il y ait une autre puissance qui puisse faire face aux États-Unis. Voilà pourquoi, même si ce n'est pas ma guerre,
nous avons intérêt, nous les Noirs, à ce que les Russes soient forts. Je suis pour un monde pluripolaire. Je suis pour que, oui, le bloc de Shanghai, avec les Russes, avec les Chinois, avec les Turcs, soit fort. Pas parce qu'ils ne soient pas racistes, je m'en fous. Mais au moins comme petit pays, je pourrais négocier devant l'arbitraire de la France, si je suis en Afrique, je pourrais demander aux Russes de venir, n'est-ce pas, m'aider à explorer mes mines. Devant, n'est-ce pas, l'arrogance des Américains, je pourrais demander aux Chinois de venir m'aider, n'est-ce pas, à construire telle infrastructure. C'est ça le véritable enjeu. Les États-Unis d'Amérique doivent-ils être le seul pôle qui impose leurs règles, n'est-ce pas, dans le monde, ou bien le monde doit-il être pluripolaire? Quand vous comprenez bien l'histoire politique des petits pays, nous tirons mieux nos épingles du jeu lorsque le monde a plusieurs pôles. Donc, je soutiens moralement les Russes. Je soutiens moralement Vladimir Poutine et je souhaite que Vladimir Poutine impose sa lecture géostratégique, impose sa lecture géopolitique, parce que ça sert mieux les intérêts des pays africains lorsque le monde est multipolaire. Donc, je lance cette mise en garde vis-à-vis de nos frères africains. Les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni vont vous téléphoner pour vous demander de vous joindre à eux dans leurs sanctions débiles économiques contre Vladimir Poutine. Ne les écoutez pas. Ils se sont déjà servis de vous à la Seconde Guerre mondiale comme chair à canon. Ils vous ont envoyé, n'est-ce pas, bouffer les balles d'Hitler en vous faisant des promesses fallacieuses. Mais au retour de la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore le racisme en France, il y avait encore, n'est-ce pas, la discrimination raciale aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis se seraient imposés face aux Allemands n'était la contribution des aviateurs noirs qui dirigeaient cet escadron qu'on appelle les Red Tails? Et pourtant, après la victoire des Alliés sur les nazis, les Red Tails ont continué à être discriminés aux États-Unis. Nos intérêts à nous en tant que peuple noir, c'est de soutenir moralement les Russes. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les Américains, c'est pas ça. Mais nous tirons mieux notre épingle du jeu lorsque nous pourrons alors opposer une puissance à l'autre, comme l'ont fait nos ancêtres Toussaint Louverture, comme l'ont fait nos ancêtres Henri Christophe, comme l'ont fait nos ancêtres Jean-Jacques Dessalines. Soutenons moralement la Russie et souhaitons que sa lecture géopolitique, sa lecture géostratégique s'impose vis-à-vis des États-Unis et que le monde cesse d'être un monde unipolaire. Il faut qu'il y ait d'autres pôles dans le monde si nous voulons suivre nos voies. Et je lance cet appel. Voyez-vous, en ce moment, le monde occidental est emmerdé pas mal par les Russes. Je souhaite que cette guerre dure longtemps. Il ne faut pas que ce soit une guerre éclair. Savez-vous pourquoi je souhaite que cette guerre dure longtemps? Ça va nous donner du temps à nous, les Afro-descendants, de régler les choses chez nous. Par exemple, il faudrait peut-être profiter du fait que les États-Unis sont préoccupés ailleurs pour mettre un task force sur pied et renverser Ariel Henry. Cet homme que les États-Unis maintiennent au pouvoir en Haïti et qui n'a aucune légitimité constitutionnelle, aucune légitimité populaire. Nous devons profiter du fait que la France a les yeux tournés vers l'Ukraine en Afrique pour renverser les gouvernements, n'est-ce pas, croupions, que la France a installés à la tête de nos pays. Pensons à ce président, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, Ouattara, qui n'est là que par le vœu de la France. Profitons de cela. Suivons l'adage et le conseil de Che Guevara. Nous devons allumer des feux partout, car l'Occident n'aura jamais suffisamment assez de pompiers pour les éteindre. Cette guerre qui se fait là, c'est une opportunité pour nous, pour trouver notre propre voie. Nous sommes pour un monde pluripolaire, car l'histoire nous enseigne que les petits pays trouvent mieux leur voie dans les contradictions des grandes puissances. C'est ce que nos ancêtres, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe ont compris. Soutenons moralement Vladimir Poutine, car nous trouverons mieux nos intérêts et nos intérêts seront mieux servis dans le jeu contradictoire des grandes puissances. J'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. À la semaine prochaine.
Au revoir.